Bienvenue, le 60e funeste Fred. Et je me demandais si, en guise de séquence de clôture, pas systématiquement dans chaque numéro, mais de temps en temps, on ne reviendrait pas en fin d'émission sur un aspect de la carrière d'un auteur. Et aujourd'hui, pour ouvrir le feu avec ça, je vous propose Dickens, Les sous et l'Amérique. Comprenez Dickens et les USA. En fin de numéro, on rendra hommage aussi à un grand historien qui vient de prendre congé de nous, mais avant. Il y a un petit moment, il me semble que je ne vous ai plus lu du Lamartine, alors je vais... Oui, dans un premier temps, elles sont ici, il me les faut. On va dans mon édition de la Pléiade sans vouloir me la péter particulièrement. Ça fait partie, comme je vous le disais, il y a de ces auteurs, j'ai fait l'effort pour ma bibliothèque de j'y tenais. Les acquérir en Pléiade, oui, et Alphonse en fait partie. Alphonse de Lamartine, et le texte que vous allez entendre, vous le trouverez dans ce à quoi on a donné le titre de recueillement poétique. Et nous pouvons dédier ce texte on peut le dédier à la mémoire de notre historien. C'est à Monsieur le comte de Virieu, après la mort d'un ami commun, le baron de Vigné, mort à Naples, oui, à Naples, en 1838. Pardonnez-moi peut-être si aujourd'hui, dans les lectures, les séquences de lecture, j'incline davantage le menton, la tête, mais c'est une question de luminosité. J'ai changé de lampe et c'est un peu différent, il faut croire. Avant d'attaquer la lecture du poème, je me suis, oui, figurez-vous, sans le faire exprès, en chipotant, ça m'arrive de temps en temps de me repasser, je fais ça m'arrive de temps en temps, me repasser des numéros antérieurs dans l'espoir, vous me direz, peut-être illusoire, de nous améliorer, de nous perfectionner pour les numéros à venir, mais ça m'arrive de me repasser, oui, des numéros antérieurs et sans le faire exprès, j'ai dû activer les sous-titres en langue anglaise et déjà funeste Fred. Alors pas de quartier, ça devenait sur le mode du désastre, c'est le moins qu'on puisse dire. Disastros, Fred. Et ce qui m'a assez intrigué un peu plus loin, c'est si vous nous avez suivi la semaine dernière, le texte sur Rabelais, ça s'ouvrait comme ça à l'adresse de la dame qui, dis-moi, qui t'a baisé d'abord. Et là, ça devenait comme dans Tournevis en anglais, Screwdriver. Ça renvoyait au verbe en langue anglaise to screw, qui signifie, eh bien, qui signifie visser. Dis-moi, il fallait comprendre en conclusion, dis-moi qui t'a vissé d'abord. Bon, on va aller dans Lamartine. Oui, ça vaut mieux, hein. C'est le poème de Lamartine qui débute par Aimons-nous. Si vous connaissiez déjà Aimons-nous. Aimons-nous, nos rangs s'éclaircissent. Chaque heure, nos rangs s'éclaircissent. Chaque heure emporte un sentiment. Que nos pauvres âmes s'unissent et se serrent plus tendrement. Aimons-nous, notre fleuve baisse, de cette coupe d'amitié que se passait notre jeunesse, les bords sont vides, à moitié. Aimons-nous, notre beau soir tombe, le premier des deux, endormi, qui se couchera dans la tombe, laissera l'autre sans amis. Ô Naples, sur ton cher rivage, lui déjà ses yeux se sont clos. Comme au lendemain d'un voyage, il a sa couche au bord des flots. Son âme, harmonieux cantique, son âme où les anges chantaient, de sa tombe entend la musique, de ces mers qui nous enchantaient. Comme un cygne à la plume noire, sa pensée aspirait au ciel, soit qu'enfant le sort lui fait boire quelques gouttes amères de fiel, soit que d'infini, trop avide, trop impatient du trépas, toute coupe lui parut vide, tant que Dieu
ne l'emplissait pas. Il était né dans des jours sombres, dans une vallée au couchant, où la montagne aux grandes ombres verse la nuit en se penchant. Alphonse de Lamartine dans les recueillements poétiques. Un grand historien nous a quittés il y a quelques jours, l'historien américain Michael Parenti. Il avait récemment écrit et il était revenu sur l'assassinat oside de Mars, l'assassinat bien sûr de Jules César, comme il était revenu pour assassinat sur celui d'une nation, ça s'appelait comme ça. Un de ses livres, L'assassinat d'une nation, la Yougoslavie, l'assassinat d'une nation, et le César comme la Yougoslavie, vous trouverez ça facilement en traduction française chez nos amis de chez Delga, mais comme d'habitude, pour tous les bouquins dont il est question, c'est sous la vidéo, en partie description. Michael Parenti, j'en avais un de lui, le mythe qui était paru en 1997, si vous préférez en 1997, le mythe des jumeaux totalitaires. Vous allez voir la couverture, mais je ne l'ai jamais trouvée exceptionnellement réussie. Allez, on va dire, jamais super heureuse. Eût pu mieux faire, mais bon. Le mythe des jumeaux totalitaires est sous-titré Fascisme méthodique et renversement du communisme. Je vous montre la couverture, comme ça c'est fait, et sans rancune peut-être. Sans rancune à l'adresse du concepteur de la couverture. Bon, notez, c'est pas une catastrophe, c'est pas un drame non plus. Mythe des jumeaux totalitaires et pour tout vous avouer, ce n'est pas son meilleur ouvrage. J'aurais préféré qu'il approfondît certaines choses, qu'il allât plus loin à certains endroits, mais peut-être que c'est la marque, volontiers des grandes intelligences, ça, hein. Quelques reculs devant, nous n'allons pas dire la méchanceté, l'agressivité, mais un certain mordant, et j'aurais préféré, perso, à certains moments, davantage de mordant, mais bon, ce n'est pas un drame non plus. Et il faut surtout se dire, à propos de ce bouquin, il est paru, je l'ai déjà dit, je pense, en 97, et c'est la même année et avant le collectif réuni autour de l'inénarrable Courtois, collectif auquel on avait donné le nom, nous allons dire, on a déjà prononcé une fois le terme, hein, le collectif, ils ont fait commercialement, on nous rapporte qu'ils ont fait un carton, et pour sûr, oui, ce fut un carton pour l'époque. Commercialement, alors ils n'ont pas besoin de notre publicité. Nous nous contenterons, le terme ayant déjà été prononcé une fois par nous, nous contenterons, ne nous voulant pas plus opportunistes que ça. Et peut-être comprendrez-vous mieux en cours de route, même si nous n'avons pas d'étiquette politique personnellement. En venant ici, oui, peut-être en cours de route, comprendrez-vous mieux chez nous cet aspect. Nous dirons, nous nous contenterons de dire le livre noir de la, pisciculture et c'est qu'à lire le Parenti, ce livre, Le mythe des jumeaux, on se rend compte par rapport à l'autre, par rapport au dit, livre noir qu'à lire, à relire le Parenti, on se rend compte qu'il avait déjà désamorcé toutes les bombes, plutôt, si vous permettez, les pseudo-bombes qui étaient contenues, dans l'autre, et j'ai envie de dire, tant qu'à faire, carrément les bobards qui étaient contenus, dans ce, collectif, sans nous appesantir sur, de ce collectif, de ce livre, ces livres noirs, ces contradictions, criantes, hein, oui, et la façon dont ils n'étaient visiblement pas toujours d'accord entre eux, leurs contradictions criantes, mais bon, ça, on va laisser. Et ce que je trouve regrettable, c'est qu'à grand renfort, peut-être que vous l'aurez déjà saisi, à mon avis, oui, à grand renfort de publicité et de sensationnalisme, regrettable que dans l'ensemble, le grand public, que les ovations
se fussent portés en direction, du collectif, de notre, courtois collectif et de tout son délire apocalyptique, en mode infernal sur le plan doctrinal et pas seulement, hein, en direction de tout ce délire apocalyptique sensationnaliste, dans cette direction-là, plutôt que dans celle de tout de même la subtile mise en garde d'historiens professionnels, très professionnels, la subtile, mise en garde sur le plan intellectuel que nous proposait Michael Parenti dans ce mythe des jumeaux totalitaires ou, dits totalitaires. Oui, c'est que sincèrement, hein, à lire, oui, comme je vous le disais, à lire, à relire Parenti, il y avait cet aspect-là par rapport au livre noir et une déduction faite de ça dans le prolongement direct, on se rend compte qu'en 1997, si vraiment nous le voulions, nous avions déjà la possibilité, au vu de l'ouverture des archives en URSS, entre autres, nous avions déjà la possibilité de nous tourner vers une information, hein, en matière, pour reprendre les termes employés par l'autre livre, par le collectif, en matière en Union soviétique de terreur et répression, nous avions la possibilité d'avoir une information plus rigoureuse, plus fiable, moins partant, beaucoup moins sensationnaliste sur pas mal d'aspects. Oui, on se contentera de dire, si pas, oui, on pourrait dire plus fiable, plus réaliste, et, je dirais plus, dans l'ensemble, plus rigoureuse. Et dites-moi, hein, à propos de ces dits jumeaux en 2026 dans notre petit monde occidental, qu'est-ce qui se rapproche le plus dans la pratique? Ici, on se contentera de se situer, de dire rien que dans le domaine pratique. Dites-moi, qu'est-ce qui se rapproche le plus du nazisme? Hum, des derniers communistes orthodoxes, qu'ils aient raison, oui, réduits à la plus complète marginalité, qu'ils aient raison ou non, hein, ces derniers communistes orthodoxes, jeunes ou moins jeunes, ou alors la gauche libérale radicale, qu'on la désigne ou non, comme wokisme, sincèrement. Vous êtes vraiment convaincu, vous allez vraiment vous convaincre que les woke, en 1950, on leur aurait fait un si bon accueil que ça en Russie? J'en ai pas l'impression, hein. Sincèrement. Le mythe des jumeaux totalitaires, je me dis encore que Parenti, dans ce bouquin, il avait fait ce qu'une vingtaine d'années, plus tôt déjà avait fait à sa façon, je dis bien à sa façon, un écrivain français, oui, à sa façon, un écrivain, surtout dans le champ littéraire, un écrivain français, Alain Bosquet, avant que ne parût, pour la première fois dans notre langue, et là, nous dirons pas besoin de faire de publicité, pas davantage. Nous dirons ici l'archipel du Goupil, hein. Monsieur Alain Bosquet avait fait un peu pareil, et nous allons rester encore quelques instants dans le domaine de l'histoire, car nous vivons, les temps changent quelque part, il faut bien en convenir, mais par ailleurs, nous vivons aussi des temps terribles de révisionnisme historique européen. Hein, et c'est l'une des raisons, que je tenais dans l'absolu à lui rendre hommage, mais rien que pour ça, on aurait pu, déjà par la manière, vous l'aurez compris, dont avec ce bouquin en 97, tandis que d'autres, ils ont fait leur carrière, pour ne pas dire autre chose, là-dessus, sur l'anti-pisciculture, ils ont fait leur vie, leur carrière là-dessus, et Parenti, encore une fois, avait préféré, à ce confort mental historique et intellectuel-là, il avait préféré la rigueur, le sérieux,
de sa profession. Rien que pour cet aspect, je pense qu'en ces temps de grand comme je vous le dis, de grand révisionnisme historique européen tel qu'il peut s'afficher par des millions de canaux, hein, rien que pour ça, on pouvait lui rendre hommage. Alors, lisez Michael Parenti et nous restons encore dans le domaine de l'histoire si vous me permettez, rien qu'une fois, hein, à l'adresse, des intervenants, oui, j'aimerais tout de même, rien qu'une fois m'exprimer sur à quel point je peux être effaré par le peu de cas que font des intervenants qui viennent sur cette plateforme traiter de livres, de littérature, au demeurant très bien et bien mieux que votre serviteur ne pourrait jamais le faire, mais qui, pour ça, font manifestement peu de cas, de la manière dont elles s'affichent leurs lacunes. Comprenez leurs lacunes, je suis bien obligé de le dire, leurs lacunes criantes en matière d'histoire contemporaine et ce qui me rend encore plus triste, hein, oui, pour des personnes qui font ça et qui viennent poster sur cette plateforme, dans l'absolu, ce sera toujours beaucoup mieux que ce que je pourrais jamais, venir vous servir moi, hein, votre serviteur vous servir pour sûr, dans l'absolu, mais je suis atterré et ce qui me rend encore plus triste, c'est que vous ne comprenez pas très bien lorsque vous êtes confronté à des réactions en comment qui n'ont pas la souplesse que, j'espère que votre serviteur espère avoir ici, en formulation. Oui, vous ne comprenez pas pourquoi, vous avez des retours, de personnes qui se sentent immanquablement blessées par la désinvolture avec laquelle vous avez recours à votre tour, à des raccourcis, à des amalgames en matière d'histoire contemporaine. Vous ne saisissez pas pourquoi certaines personnes peuvent se sentir bloquées par l'aisance avec laquelle vous faites OK. À l'adresse, de cette possibilité qu'il y aurait aujourd'hui pour revenir un peu une dernière fois, de façon, oui, à peine voilée, une dernière fois sur le livre, des jumeaux, sur le livre de Parenti, mais ça pourrait renvoyer à bien d'autres sujets encore, cette façon dont aujourd'hui en histoire, certains concepts seraient en histoire contemporaine, certains concepts seraient devenus, pas là aussi parfaitement interchangeables et vous ne comprenez pas pourquoi certains se sentent blessés et réagissent de la sorte d'une façon qui ne serait jamais la mienne, je dois le dire, mais voilà, au besoin, je vous explique et vous allez peut-être, enchaîner en oui, en venant me dire que cette recommandation, somme toute, que je vous fais, oui, je vous la fais et car de la même manière que je vous disais que mon rapport avec les livres était hérité, sans doute d'une autre époque, je fais partie de ceux qui estiment qu'il est très difficile, au bout d'un moment, oui, à un certain stade venu, de venir traiter de livres, de littérature, si, de temps en temps, on ne revient pas un peu à l'histoire, on ne consulte pas un peu, l'histoire de façon quelque peu régulière. Ça me semble tout à fait impératif, la façon dont j'étais tombé des nues il y a longtemps, déjà, cette jeune collègue démarrant dans la carrière, professeur de français, qui me disait ouvertement: «En histoire, tu sais, je ne sais rien». En général, bon, des fois, non, pas toujours, mais le plus souvent, lorsque vous êtes, diplômé au niveau où nous exercions, au niveau où nous exercions nous autres, bien souvent, vous êtes, diplômé en langue maternelle, vous l'êtes aussi en histoire et donc j'étais tout de même estomaqué. Peut-être allez-vous venir me oui, je trouve que c'est très difficile au bout, un certain stade, franchi et peut-être allez-vous venir me dire quand vous me permettant de vous en ayant l'audace ou je ne sais, de venir vous recommander, peut-être, si cela se trouve, de vous faire l'affront, hein, je suis navré dès lors de vous prodiguer ce conseil, de vous tourner davantage et vers des sources fiables, plus fiables en matière d'histoire contemporaine. Je ne fais
de façon détournée que renforcer pour ma part. Vous allez me dire: «Renforcer quelle corde rétablie, par ce biais-là?» Ben, qu'est-ce que je disais il y a, quelques instants? L'histoire n'a jamais été aussi manipulée qu'elle l'est de nos jours, hein. Elle ne l'a jamais été à ce point, mais en priorité, voir par qui et pourquoi. Vous m'entendez, vous ne m'entendez pas. Bon, je tenais une fois à m'arrêter là-dessus et on reste encore un peu dans le domaine de l'histoire. À vrai dire, nous allons y demeurer jusqu'en fin de numéro, car d'une certaine manière, avec Dickens aussi, oui, Dickens et Dickens en Amérique, hein, aussi, je vais vous montrer ma dernière acquisition en histoire. Désormais dans la collection Tempus chez Perrin, désormais dans cette collection, un livre sur elle, un livre sur la reine Zénobie de Palmyre, que l'on doit à un duo d'auteurs, Annie et Maurice Sartre. Oui. Sous-titré de Palmyre à Rome, Zénobie. En quoi Zénobie peut-elle toujours être envisagée, est-elle toujours envisagée? On pourrait se poser la question et il y aura vraisemblablement des éléments de réponse dans ce livre. À mon avis, oui, on doit en trouver, hein. Est-elle toujours perçue comme une héroïne nationale du côté de, la Syrie? Qu'en est-il de la manière, faut-il peser ou non si l'on vient vous dire qu'elle fut une personnalité préfigurant, oui, une personnalité ayant annoncé, les grandes figures de résistance à l'impérialisme occidental. Elle qui fut aussi, conquérante et jusqu'en Égypte, fut-elle la femme forte, par excellence, qu'on sait oui, qui a souvent été décrite. Est-ce qu'elle était vraiment comme ça, hein? La femme forte, c'est le titre d'un des chapitres où c'est mis, peut-être que ça donnera une idée sur le contenu, nuancé, réaliste, là aussi, c'est mis entre guillemets, la femme forte ou encore, qu'en fut-il de ses rapports avec l'Empire romain? C'est que cette reine, oui, une petite parenthèse ici, vous réaliserez à la lecture ce qu'elle aura pu en inspirer d'auteurs, de romanciers, de compositeurs, de librettistes, pour des opéras au fil des siècles, à l'âge baroque surtout et encore après, hein. Au Rossini, oui, chez Rossini et chez Pergolèse, des opéras, dont le titre, dont les titres ne contiennent pas nécessairement ne renvoient pas à son patronyme, plutôt à celui de son vainqueur, Adrien, l'empereur Adrien, comme chez Rossini, Adrien à Palmyre. Chez Pergolèse, il y a aussi le même titre exactement, un Adrien à Palmyre. Oui, 2 opéras de Rossini et Pergolèse, où elle aura diablement inspiré au fil des siècles, parfois confondue, vous irez lire, avec une autre héroïne, une autre Zénobie. Et il ne faut pas la confondre, en effet, ce livre est là pour ça, pour vous aider, au besoin, à ne pas les confondre. Une Zénobie d'Arménie, pour sa part. Alors, quelles furent encore dans les grandes questions qu'on pourrait se poser avant d'aborder la lecture, mais c'est véritable au rapport avec l'Empire, pour sûr, oui. Nous étions au troisième siècle de notre ère, hein. La chute de Palmyre au temps de Zénobie, 272 après Jésus-Christ, 272. C'est vrai rapport avec l'Empire, c'est vrai rapport avec l'homme, qui aurait été son mari et qui, se serait fait appeler initialement le roi des rois. C'est rapport avec l'homme avec qui elle partagea, le pouvoir, qui, devait être son fils, hein. On n'a pas énormément d'informations sur l'un et l'autre, le mari et le fils. Et d'ailleurs, les historiens, si elle a inspiré pas mal de monde, les historiens, sur le plan de la plus rigoureuse recherche historique, comprenaient, ils ont ramé. On va vous raconter ça aussi dans le livre, de nos amis et surtout, qu'en fut-il? Et là, c'est vraisemblablement la séquence dans l'imagerie collective la plus marquante, renvoyant au triomphe d'Adrien à Rome, où Zénobie se serait retrouvée à l'arrière. Oui, où elle aurait dû parader attachée au char du vainqueur lors du triomphe dans Rome d'Adrien. Et
on tombera sur des mentions très variées, hein. En définitive, est-ce qu'elle aura seulement été attachée? Est-ce qu'elle aura seulement dû, parader? Mais, pour sûr, dans ce qu'il faut bien voir comme, je parlais, d'imagerie collective, d'imaginaire collectif, d'images fortes transmises dans la symbolique, transmises au cours des siècles et qui auront pu aussi alimenter quelques fantasmagories. Et je crois que dans la fantasmagorie, oui, on va dire ça comme ça, dans la et je ne dis pas que c'est drôle, hein, ou forcément dans les fantasmagories de femmes attachées, de femmes enchaînées, ici avec des chaînes en or bien sûr et c'est sûr qu'elle a une classe, elle a, dans cette catégorie, oui, elle est vraiment au-dessus, Zénobie. Elle est, absolument hors catégorie, hein, où elle a remporté la palme d'or, en l'occurrence les chaînes d'or lors de la parade dans Rome, et peut-être, était-elle comme sur la couverture, sur ce tableau de la fin du 19e siècle, hein, où, on la voit, attachée. Je vais vous montrer, histoire de marquer un petit temps de respiration, ce tableau. On fait de son mieux. Demandez en moteur de recherche pour mieux apprécier. Alors, oui, Zénobie, le nom exact du tableau, Dernier regard de la reine Zénobie sur Palmyre, par un tableau qui serait exposé en Australie. Oui, il faut se rendre en Australie, à Adélaïde, pour le voir, ou dans la perspective où jamais vous rêveriez, d'en faire l'acquisition, si s'ils le vendent, je ne sais pas, à Adélaïde en Australie, et c'est un tableau de monsieur Herbert Schmitz. Je croyais au départ que c'était, ben oui, vous aussi, peut-être au premier regard, hein, dernier regard, eh bien peut-être qu'au premier regard, vous seriez dit comme moi que c'était peut-être une Zénobie, hein, vu son attitude comme ça, elle se pose, hein, une main posée sur le marbre. C'était peut-être après le triomphe, une Zénobie un peu fatiguée après la parade, dans Rome avec les chaînes en or. Ben non, c'est avant le départ de Zénobie, captive des Romains, pour Rome, le dernier regard sur sa cité de Palmyre. Et les, les auteurs, hein, ne Sartre, pas de lien de parenté, je ne pense pas, avec Jean Polanyi et Maurice Sartre, nous ferons observer, hein, en lien avec l'histoire des chaînes d'or, que contrairement à Cléopâtre et d'autres souveraines de l'Antiquité qui ont eu une certaine, oui, pour sûr, qui ont généré en guise de fortune littéraire et pas seulement dans les livres, hein, en guise de fortune, contrairement à Cléopâtre et d'autres souveraines, ils observent que Zénobie, pour sa part, elle aura été avant tout, ben oui, ce qu'il faut voir comme une mine à fantasmes. Oui, une mine, à fantasmes assez incroyable, d'où une invitation assez subtile, oui, une invitation assez subtile à prendre nos distances avec un certain orientalisme, hein, et qui, critiqué à tel qu'on a pu le critiquer à bon escient. Si, dans l'hypothèse où on se contenterait de l'aspect fantasmagorique, hein, et de l'aspect rêverie fantasmagorique, et soyez rassurés, ce livre nous parle aussi de la culture, des traditions, de la religion, des arts à la cour de Zénobie, hein, et on nous expliquera aussi pourquoi Aurélien, qui épargna, la vie de notre ami, hein, car bien souvent à Rome, après un triomphe où vous aviez paradé, c'était, eh bien, Zénobie, non. Et on vous dira dans le bouquin aussi, ce qu'il en fut. Est-ce qu'elle fut, comme on l'a souvent rapporté, traitée, et même très bien traitée, à Rome, du temps de sa retraite romaine? Vous irez voir pour ça.
De même, il y a un chapitre qui traite de la culture et des arts à la cour de, Zénobie. Je pense n'avoir rien oublié. J'aimerais vous lire un petit fragment. On va revenir sur Zéno, soyez rassurés aussi, hein. Aujourd'hui, c'était pour vous donner une première idée du bouquin et en guise de fragment, pour une fois, pourquoi pas un extrait d'un chapitre qui traite des recensions d'ouvrages? Ben oui, précisément, les livres qu'elle a pu au fil des siècles inspirer, une recension sur des ouvrages parmi les plus récents sur Zénobie. 3 livres vont nous être présentés. Les 2 premiers s'en sortent assez bien, mais bon, je n'en dis pas davantage pour le moment, on y sera assez vite. Alors, nous allons page 297. Oui, comment expliquer l'intérêt des romanciers pour, disent nos auteurs, à un moment donné, au XXe et au XXIe siècle. Le grand romancier Amin Malouf, dans une biographie romancée de Mani. Le livre s'intitule Le Jardin, le livre d'Amin Malouf, c'est Le Jardin de Lumière. Oui, Amin Malouf, dans une biographie de Mani, évoque en passant Zénobie. Entre guillemets, reine libre. Ils aiment bien les guillemets, nos auteurs, nos historiens. Reine libre, dans, entre guillemets, encore une ville libre, dont ils ne doutent pas qu'elle ait adhéré à la foi de Mani. Seule tranche peut-être Raphaël Toriel, écrivain franco-libanais qui, dans une langue superbe et avec une grande habileté, il livre pour sa part une autobiographie de Zénobie sous forme de lettres que celle-ci adresse depuis sa retraite de Tibur à son ami Paul de Samosate. Là, pas d'ambiguïté, on est bien dans l'Empire romain et toute l'action de Dénate et de Zénobie. Dénate, le mari, toute l'action de Dénate et de Zénobie s'y déroule, même s'il est clair que l'usurpation de Zénobie est bien dirigée contre l'Occident romain qu'elle abandonne volontiers à Aurélien. L'évocation historique y est particulièrement bienvenue, même si l'on relève quelques erreurs manifestes. C'est une véritable leçon d'écriture, hein, en guise de recension, si jamais ça peut vous intéresser sur ce point, il me semble, hein, et oui, si je peux me permettre, hein. Donc l'évocation historique y est particulièrement bienvenue, même si l'on relève quelques erreurs manifestes et l'ambiance y est restituée avec bonheur, sans tomber dans le lyrisme ridicule de tant d'autres ouvrages. Alors attention ici, oui, les Romains s'empoignèrent, hein, on eût pu dire ça. Ridicule, je continue, ridicule, qui est la marque notamment du récit, entre guillemets bien sûr, du récit de Violaine Vanoyek, que l'on ne peut que classer dans les romans malgré les prétentions historiques de l'auteur. On ne sait ce qui l'emporte, de la médiocrité de l'écriture, de la sottise des propos ou de l'étendue des ignorances qui sautent aux yeux à chaque page. Ainsi, le magistrat romain Silanus, qui borna le territoire de Palmyre en 1517, est-il placé sous le règne d'Antonin le Pieux, un siècle et demi plus tard. Hélios est proclamé grand dieu des Mèses, alors que c'est Élagabal. Bah oui, c'est Élagabal, un dieu montagne. Odénate porterait le titre de roi de Palmyre, que d'ailleurs les sénateurs de Palmyre transfèrent à Wabala dès la mort de son père, sans parler des scoops imaginaires. Oui, sans parler là-dedans des scoops imaginaires comme celui qu'invente l'auteur d'une inscription de Palmyre où Zénobie serait nommée Septimia Batzabé, fille d'Antiochos IV de Syrie, dans la production, dans la production suscitée par Zénobie, on l'a compris, on atteint là. Tu m'étonnes, vous m'étonnez, hein, madame, monsieur, les auteurs, vous me surprenez quand vous concluez avec on atteint là le pire. Bon, encore si vous me permettez, sur base de ma modeste expérience, il me semble,
J'ai eu entre les doigts des livres en matière d'histoire de oui, ils sont pas gentils du tout avec Violaine, de Violaine Vanoyek. J'ai eu des livres d'histoire en oui, j'en ai tenu entre les doigts qui me semblaient toutes un petit peu plus sérieux et je m'autoriserai à dire, si j'ai tort, tant pis, mais je m'autoriserai à dire que ce n'était ni pire ni meilleur que ce que j'ai pu me voilà, ce que j'ai pu me publier perso en matière de vulgarisation historique, perso. Ça ne me semblait ni meilleur ni pire, mais ça remonte à plus d'une vingtaine d'années pour ça, par ailleurs, il y a plus d'une vingtaine d'années, largement, j'étais tombé de Violaine Vanoyek sur, d'autres ouvrages, des romans et aussi une auto un ouvrage qui se voulait autobiographique avec un titre, oui, qu'on ne peut, rétrospectivement qu'en regard du contenu, oui, on ne peut que l'estimer assez pompeux. «Les pharaons mènent à la vie éternelle». Là, franchement, je me suis demandé où j'étais, ce que je tenais, à quoi, ce à quoi j'avais affaire et il y a aussi, c'est que elle est peut-être, je ne veux pas vous empêcher, oui, je ne vous interdis pas, allez-y, hein, si, ça vous dit, vers les livres, les romans de Violaine Vanoyek. Peut-être allez-vous beaucoup aimer, peut-être, ces livres, vont-ils beaucoup vous divertir. Je ne vous interdis absolument pas, mais il doit y avoir un écart tout de même entre une certaine représentation que cette dame a d'elle-même et ce qu'elle a été amenée à produire au fil du temps. C'est que oui, à la lecture, hein, de la fameuse autobiographie, non, ce n'était pas de l'ironie, ce n'était pas du, 36e ou 72e degré, à l'instant où elle nous rapporte, avoir le sentiment, net, hein, c'est clair et net, elle a sauvé à elle toute seule, l'économie égyptienne, car les oui, sans elle, à l'adresse de nos amis, égyptiens et s'il y a des gens qui, vont faire du tourisme, qui ressentent l'envie, d'aller, faire du tourisme, de se rendre chez nos amis égyptiens, c'est uniquement parce qu'ils ont lu, parce qu'ils ont des livres de Vanoyek. Alors oui, quand, vous vous demandez: «Est-ce que j'ai bien lu?» Elle avait eu tout le temps, nous rapporte-t-elle, pour ce qui était de sauver à elle toute seule, l'économie de tout un peuple, de réaliser, la manne financière. Je cite de mémoire, mais je vous assure, je n'invente rien, hein. Pourquoi j'inventerais de réaliser toute la manne financière, pour l'Égypte et pour le peuple égyptien qu'elle allait alors représenter. Elle s'est présentée, ultérieurement à l'Académie française et Notre-Dame et on me rapporte que personne, mais absolument personne n'a voté pour elle, et pas plus tard qu'hier, je me suis rendu compte qu'elle a fait, dans ce genre-là encore plus fort, mais la décence, je dois dire et peut-être, plus encore que toute autre chose me dissuade de vous le rapporter, mais il me semble, oui, il me semble qu'elle aura fait, plus fort, mais je ne vous interdis pas d'aller vers les livres. Je peux comprendre maintenant, ils sont très populaires et réputés très divertissants, mais je peux comprendre en regard de tant de prétentions, hein, que, des historiens comme les auteurs de notre livre, sur Zénobie de Palmyre à Rome et qui ne sont franchement pas oui, qui ne sont franchement pas nés de la dernière pluie, franchement pas des sous-fifres, l'exaspération qui doit, au bout d'un moment, comme ça doit monter, chez eux et comment ils peuvent être amenés au bout d'un moment à réagir, aussi vertement à l'adresse d'une Violaine Vanoyek. Bon, on en restera là pour Zénobie aujourd'hui. On s'achemine tout doucement déjà
Je vous promets de revenir, je tiens toujours mes promesses, quand je vous fais si, vous avez l'habitude, si vous me suivez régulièrement, mais ça pro oui, je le reconnais. J'avance comme une tortue, sans avoir fait l'armée, jamais. J'avais 18 ans quand le service militaire a été aboli officiellement dans mon petit royaume. Je ne sais pas si mes études, ce que j'ai, là jusqu'où je me suis aventuré, si ça avait joué, mais ça a dû correspondre avec l'abolition officielle du service en Belgique. Je ne l'ai pas fait. Est-ce qu'ils auraient bien voulu de moi? C'est une autre histoire, hein, Je pense qu'on ne pourra jamais aller vérifier la chose. Je n'ai pas fait davantage l'armée romaine. Quand je vous parle, de tortue, d'avancer comme une tortue, ça prendra du temps, un certain temps, mais croyez-moi, avant le printemps, on reviendra et autrement et mieux, j'espère, sur, Zénobie et son univers. Pour les amateurs de cinéma, je n'ai réussi jusqu'à présent beaucoup de livres et d'opéras, d'œuvres lyriques. Dans la musique, pas mal, mais dans le cinéma, en revanche, je n'ai réussi à relever qu'un seul film jusqu'à présent, qui est de je vais vous le signaler aussi, si ça vous intéresse de prendre note. Le seul film et c'était Anita Ekberg qui jouait le rôle de Zénobie avec une armure, oui, une armure en or, une armure, pour sûr toute dorée, assez magnifique. Ce que vaut le film, je l'ai vu il y a trop longtemps, et trop fatigué, il me semble. Je préfère ne rien dire, il faudrait que je me le repasse. C'était Sous le signe de Rome. Sous le signe de Rome, oui, 1959, Anita Hedberg Zénobie. Il y avait aussi George Marshall dans le rôle d'un consul romain et c'était Gino Cervi qui faisait Aurélien. Oui, l'empereur Aurélien était joué par Gino Cervi. Je ne vous fais pas l'insulte de vous renvoyer aux personnages qui ont fait sa gloire à lui, à notre Gino. Et c'était un film, tenez-vous bien, oui, italo-franco, oui, je dis bien italo-franco-germano, et ce n'est pas fini, italo-franco-germano-yougoslave. Et ce fut aussi, si vous connaissez, pour les amateurs de cinéma italien, les connaisseurs pour sûr, le dernier film tourné juste avant son décès par monsieur Guido Bricknon, Sous le signe de Rome. L'histoire, toute même, oui, par rapport, si je peux m'autoriser, par rapport aux souvenirs que j'en ai et ce que j'ai pu apprendre depuis sur elle, sacrément romancé, ce film. On s'autorisera aussi, oui, sacrément romancé. Dickens est demandé, et quand je vous parlais d'un livre dont nous avions déjà parlé, c'est de Nick Hornby. Nick Hornby, Dickens et Prince, Prince et Dickens, dans le sens que vous voulez, mais je pense qu'il a opté pour l'ordre chronologique, Dickens et Prince. Ce vis-à-vis assez étonnant, pour ne pas dire épatant, entre ces deux géants qui ont beaucoup nourri, et il nous explique en quoi, sa création à lui, hein. Auteur anglo-saxon très populaire aussi, Nick Hornby, il faudra que je lise d'autres livres de lui. On peut dire que oui, on ne va pas prétendre le contraire, celui-ci ne m'aura pas ça m'a plutôt, comprenez, donné envie. Dickens et Prince, et il y a un sous-titre aussi, un génie bien particulier, et on va se rendre en compagnie de Charles en direction du Nouveau Monde, mais avant, ce ne serait pas superflu, ce ne sera pas tout à fait innocent en guise de préambule par rapport à ce que vous allez entendre après, autour de Dickens, des sous et de l'Amérique, même si le lien, si vous me direz, c'est plutôt
Indirect, bon, en guise de préambule tout de même, ce sera assez intéressant. Nick Hornby, il estime, hein, dans un des chapitres de son livre, et il estime qu'il y aura eu méprise à la fois, oui, pour sûr, via les médias, méprise du grand public à l'adresse de Prince, comme il y aurait eu, toujours selon lui, mais à l'adresse de Prince, à un moment vis-à-vis de lui-même. Oui, le malentendu, à l'adresse du grand public, et c'est lorsqu'on a commencé à faire circuler l'idée, qu'un deuxième Michael Jackson était en route, ce qui n'était pas du tout réaliste. Là, c'est mon avis perso, mais déjà sur un plan tout à fait qualitatif dans l'ensemble, artistique, sur le plan de la création, comprenez que ce n'était pas réaliste dans la mesure où ça ne pouvait pas fonctionner, de cette manière, commercialement parlant, hein, commercialement parlant, vu, tout de même le degré de subtilité, là encore de complexité, de Prince, de sa création musicale, ou alors il aurait fallu nous trouver, vous allez me dire que je vous emmène encore dans une direction assez particulière, mais dans une société plus éduquée, peut-être, allez savoir, non, ça ne pouvait pas se produire de la sorte, mais même si Prince, ça le faisait plus sourire qu'autre chose lorsqu'on revenait avec l'histoire de sa «rivalité» entre guillemets avec Michael Jackson, ça a tout de même eu un certain effet à un moment donné, car, Nick Hornby, lui, il en est persuadé. Il y a eu une phase où il a vu, oui, il a voulu voir trop grand, une phase hégémonique, chez Rogers Nelson. Il voulait absolument, l'emporter à la fois sur Michael Jackson et Madonna, et il s'est convaincu que, avec le type de musique qu'il produisait, jusqu'au bout, il pourrait se maintenir à un même niveau de vente, et c'était se mettre le doigt dans l'œil. Pour la même raison, hein, dans le fond, au vu de cette subtilité, de cette complexité, dans la création, et Hornby, il en conclusion, hein, où on pourrait simplement, pour notre part, à sa suite, nous poser la question: est-ce que Prince n'aura pas perdu de vue, oui, est-ce qu'il ne sera pas venu un moment où il aura perdu de vue, et c'est la vie comme ça, à de très rares exceptions près, heu, est-ce qu'il n'y a pas un moment dans la carrière de tout artiste où il doit se faire à l'idée que sur le plan des ventes, hein, à l'époque, vente de vinyle, vente de CD audio à l'époque, et dans l'absolu sur le plan des ventes, il doit se faire une raison sur le fait que ça restera circonscrit à ce qui est constitué par son noyau dur d'amateurs dans le monde, ou, à son échelle, à l'échelle de l'artiste en question, Prince ou un autre, et puis à bien réfléchir quand on voit, ce qu'il est advenu sur le plan commercial, aussi sur le plan des ventes de Michael Jackson et de Madonna, à une certaine époque, ou à partir d'une certaine époque pour sûr, ce n'était peut-être pas la peine et ce n'était pas la peine non plus d'aller écrire Slave, sur son visage, comme le fait observer l'auteur de notre livre encore, hein. Ce qui avait tout de même un caractère, ce qui était tout de même ce qu'on peut s'autoriser ici à qualifier tout de même d'assez douteux, hein. Oui, rétrospectivement, là, c'était, déjà à l'époque, hein, on le voyait comme ça, tout de même, et certains de ses amis et même certains de ses partenaires lui, avaient fini par, je ne sais pas comment ça s'est passé entre eux, après, hein, mais certains n'ont pas pu s'empêcher de lui dire: «Tu crois pas que tu pousses un peu avec ton slave, sur la joue?» Bon, hein, ça n'enlève rien à notre respect, à notre, fascination à l'adresse, de l'artiste, hein, et je pense que vous allez maintenant comprendre pourquoi. Oui, il y a un point, c'est la raison aussi pour laquelle, cette volonté d'hégémonie qui a fait qu'il s'est donné, oui, il faut le rapporter aussi, quand Prince il a donné tête baissée dans le piège, des entre guillemets 100 millions de dollars, car,
Ce qu'on voulait, c'était l'effet médiatique du chiffre, l'effet dans les médias, des pour que les gens, retinssent, ça. 100 millions de dollars, mais il n'a jamais eu pour lui. Il ne les a jamais vus, ces 100 millions là. Ce que stipulait le contrat, c'était il devait, toucher s'il vendait 5 millions d'exemplaires d'un album, il touchait 10 millions de dollars. Mais ça, après la sortie et la vente à 5 millions d'exemplaires, il est vrai, de Diamond and Pearl, un Diamant et Perle en 91, ça ne s'est plus jamais reproduit, avant très longtemps pour sûr, dans la carrière, dans la production de Prince, hein. Mais de là à écrire Slave de la face, bon. Et Dickens, lui, comment guise d'homme d'affaires, hein, écrivain, mais homme d'affaires lui aussi à sa façon, comment voyait-il les choses et les voyait-il en direction de l'Amérique? Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. On se retrouve dans cette sensation d'avoir plus parlé que la moyenne, par rapport à nos numéros antérieurs. Bon, si c'est supportable, on poste comme ça. Merci à vous pour votre endurance. Et dans le livre de Nick Hornby, dont vous aurez aussi les références, vous l'avez déjà vu, mais voilà. Hein, couverture, oui, je préfère, conceptuellement parlant, artistiquement, conceptuellement parlant, je préfère à la couverture du livre de Michael Parenti. Bon, on va les laisser tranquilles conceptuellement avec leur couverture. Et je vous lis ici, petite précision, Dickens déjà, oui, sur le plan business, il râlait sec dans la mesure où on n'arrêtait pas de faire des adaptations théâtrales de ses œuvres à travers l'Angleterre oui, et l'empire britannique de l'époque, vraisemblablement, ça n'arrêtait pas. Il ne touchait jamais, rien. Mais on nous dit que ça faisait partie intégrante, oui, il devait se résoudre à voir ça comme faisant partie intégrante de la culture de l'époque, la piraterie. C'était la piraterie théâtrale et notre texte commence de la sorte. Si la piraterie théâtrale, pardonnez-moi, si cette piraterie participait tout bêtement du fonctionnement de la culture populaire d'alors, les éditions américaines de Dickens, pour un regard moderne, s'apparentaient bien plus à du vol pur et simple. Les romans étaient imprimés sans autorisation de l'auteur et rencontraient un énorme succès pour les éditeurs américains. L'arrangement était très avantageux, si avantageux même qu'ils ont été scandalisés que Dickens pointe du doigt ce qu'il avait de vaguement illégal. Un de ses éditeurs lui a bien offert 25 dollars. Oui, là aussi, je me suis demandé, j'ai bien lu, mais oui, un de ses éditeurs aux USA lui a bien offert, il faut croire, une fois, tiens, 25 dollars pour toi, voilà, lui a bien offert 25 dollars, non à titre de compensation, mais de souvenir. Waouh, sympa! De souvenirs. Mais Dickens, nullement impressionné, on l'imagine, au bout du compte, et on peut le comprendre, il n'a pas désarmé. Alors la suite, l'indignation n'a pas été le seul fait des éditeurs. Quand en visite sur le sol américain, Dickens s'est exprimé publiquement sur le droit d'auteur et le vol de la propriété intellectuelle, et étant un auteur à succès, il a rameuté des foules immenses partout où il passait. La presse s'est à son tour retournée contre lui. Tu dois laisser tomber l'affaire, Charlie, ou tu y perdras des plumes, lui a conseillé un journal de Boston. Ça empeste les calculs de boutiquiers. Il se trouve que nous ne voulons pas de conseils à ce sujet, et à l'avenir, Monsieur Dickens se serait bien inspiré de s'abstenir d'aborder ce sujet. Fin de citation. C'est dans le Hartford Times. On le présentait tantôt, Dick, comme une simple canaille mercenaire, tantôt comme un homme qui n'avait rien d'un gentleman et ne valait pas mieux qu'un John C. Colt, frère de Samuel,
qui venait de tuer un imprimeur à coups de hache. Cette dernière accusation semblait particulièrement injuste. Colt devait de l'argent. Ah oui, écoutez bien ici, cette histoire. Colt devait de l'argent à cet imprimeur et non l'inverse. Et Dickens n'avait trucidé personne, ni à la hache, ni avec une autre arme. Il avait juste suggéré que les auteurs devraient être rémunérés pour leur travail. Cela ne faisait-il pas de lui un homme sensiblement meilleur que John Colt? Non, non, faut-il croire. Et quand Dickens tentait de faire valoir qu'une rémunération équitable contribuerait à l'émergence d'une littérature américaine, eh bien là, oui, tatatam, américaine, la réponse a été brutale. Nous n'en voulons pas. Pourquoi devrions-nous payer pour quelque chose que nous pouvons avoir sans bourse déliée? Notre peuple ne pense pas à la poésie, monsieur. Nos livres, ce sont les dollars, les banques et le coton. Citation, hein, rien d'inventé. De son vivant, Dickens a été impliqué dans un seul procès sur sol américain. Shelton contre Houghton, 1865. Les éditeurs belligérants avaient été autrefois partenaires. Ils avaient uni leurs forces pour compiler les œuvres de Dickens au sein d'une même collection. Lorsque le partenariat prit fin, chaque éditeur a intenté un procès à l'autre pour obtenir le droit de poursuivre la publication. L'auteur, il va sans dire, n'avait pas voix au chapitre. Bon, ça c'est la première partie. La suite, ce sera un petit peu plus court. Donc, écoutez bien, si ça vous dit, encore une fois, et puis vous en déduirez ce que vous voulez. Comprenez moralité ou pas? Moralité. Alors là, la suite, peu après, et pour la dernière fois de sa vie, Dickens, et je ne sais pas si on pourrait parler d'un twist, comme au cinéma. Peu après, et pour la dernière fois de sa vie, Dickens est retourné en Amérique pour y effectuer une lucrative tournée de lecture dans les États du Nord-Est. 76 dates en 5 mois. Hmm. Dans une étrange préfiguration de la leçon que Prince apprendrait de son côté, Dickens avait découvert en Angleterre que ses apparitions publiques étaient plus rémunératrices que ses livres. Il avait donc mis au point une performance. Plutôt que d'en lire simplement des passages, il piochait dans ses romans des scènes à fort potentiel dramatique qu'il condensait et adaptait. C'était son concept, en mettant toujours l'accent sur le pathos et l'humour, comme le relève Claire Tomalin. Il interprétait pathos et humour, il interprétait ses plus grands succès extraits d'un chant de Noël. Plus de la moitié des lectures tournaient autour du thème de Noël. De David Copperfield, de Pickwick, de la vie générale. Il était un magnifique artiste de scène et populaire de surcroît. Il est impossible d'obtenir des billets, écrivait Henry James. Pas n'importe quoi non plus comme témoignage. Henry James à son frère. À 7 heures du matin, hein, c'est toujours Henri qui dit ça à son frangin, le premier jour de la vente, 2 à 300 personnes attendaient déjà au guichet. Et à 9 heures, quand je suis arrivé, il y en avait près d'un millier. Dickens a gagné l'équivalent d'1 million de livres sterling actuels. Il ne faisait pas la une des journaux, mais tous ces livres piratés avaient généré une sacrée base de fans inconditionnels. Autrement dit, sans les pirates, jamais le public américain, oui, n'aurait été au fait de savoir ce que c'était Dickens et n'aurait ressenti l'envie. Vous avez pigé, hein, d'y aller. Merci à vous et rendez-vous pour le funeste Fred 68. À bientôt, merci encore.